Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec Jerry, nous vous avons préparé une petite présentation assez sympathique sur la formation des marées. Comment se forme une marée et comment ça se fait que la cosmologie et les marées sont mises ensemble. Telle est la question. Partie 0, notion de base. La masse volumique, que l'on appelle autrement aussi la densité, c'est une propriété physique qui va permettre de mesurer la quantité de masse contenue dans un volume donné d'une substance, autrement définie par la relation la masse sur le volume d'une substance. L'unité qu'on va utiliser couramment pour exprimer la masse volumique dépend du système d'unités utilisé. Dans le système utilisé généralement, c'est-à-dire le système international d'unités, SI, l'unité de base pour la masse, c'est le kilogramme, et pour le volume, c'est le mètre cube. Donc, l'unité de masse volumique, ce sera le kilogramme par mètre cube. Mais qui a donc fondé la masse volumique ou les théories de la masse volumique? Archimède, né en 287 avant Jésus-Christ, comme vous pouvez le constater à droite de la diapositive, est mort en 212 avant Jésus-Christ. Il a réalisé de nombreuses expériences pour étudier la flottabilité des objets dans les fluides, en particulier dans l'eau. Et c'est à ce moment-là qu'il a découvert que la flottabilité d'un objet dépendait de la différence entre la densité de l'objet et celle du fluide dans lequel il était plongé. Donc, il a pu formuler le principe d'Archimède. Tout corps plongé dans un fluide subit une poussée verticale dirigée de bas en haut égale au poids du fluide déplacé. Un peu chinois, c'est vrai, mais au moins vous comprenez ce qu'est la masse volumique. Au fil du temps, la notion de masse volumique s'est améliorée grâce aux avancées scientifiques. Aujourd'hui, on peut mesurer précisément la masse volumique grâce à des instruments tels que les balances de précision et les densimètres. Avant d'attaquer la partie du sujet qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire la formation des marées, il est nécessaire de faire un petit arrêt sur la Lune. Autrement dit, nous allons trouver, ou plutôt essayer de réfléchir à une méthode permettant de calculer la masse volumique de la Lune. C'est parti. Quel est le physicien qui a permis de trouver la relation de la masse volumique? Sir Isaac Newton était un physicien, mathématicien et astronome anglais, considéré comme l'une des figures les plus influentes de l'histoire de la science. Il a formulé les lois du mouvement et la loi universelle de la gravitation, jetant ainsi les bases de la physique classique. Newton est né le 25 décembre 1643 à Woolsthorpe, dans le Lincolnshire, en Angleterre. Après des études à l'université de Cambridge, il a commencé à se consacrer à la recherche scientifique et mathématique. En 1665, pendant une période connue sous le nom de année miraculeuse, il a fait d'importantes découvertes, notamment en optique, en calcul infini-décimal et en mécanique. En 1687, Newton a publié son œuvre majeure, Principes mathématiques de la philosophie naturelle, où il a exposé ses lois du mouvement et sa loi de la gravitation. Cet ouvrage a révolutionné notre compréhension de la physique et a jeté les bases de la mécanique newtonienne. Newton a également contribué à d'autres domaines scientifiques, tels que l'optique. Il a réalisé des expériences sur la décomposition de la lumière et a formulé la théorie sur la couleur. Il a également construit le premier télescope à réflexion et a développé la théorie des séries de Fourier. Mais alors, quelles sont les étapes pour trouver la masse volumique de la Lune? Étape 1. Collecter des données gravitationnelles. Lors des missions spatiales, il suffit de recueillir des informations gravitationnelles. En effet, les satellites en orbite lunaire peuvent mesurer les variations subtiles de la gravité lunaire, ce qui permet d'obtenir des informations sur la répartition de la masse à l'intérieur de la Lune. Par exemple, lors de la mission Apollo 11, qui consistait à marcher sur la Lune pour la première fois, du côté des États-Unis, les astronautes ont apporté des informations collectées sur des bases de données à la NASA, pour mieux comprendre les forces de gravitation de la Lune. Étape 2. Analyser les trajectoires des satellites. Les trajectoires précises des satellites artificiels en orbite lunaire peuvent être analysées pour déterminer la distribution de la masse de la Lune. Les perturbations gravitationnelles causées par la Lune peuvent être détectées et utilisées pour déduire les informations sur sa structure interne, y compris sa masse. Étape 3. Mesurer la topographie lunaire. Des missions spatiales comme la mission Lunar Reconnaissance Orbiter, ou LRO, ont permis d'obtenir des données topographiques très détaillées de la surface lunaire. Ces mesures permettent de mieux comprendre la forme et la structure de la Lune, ce qui peut être utilisé pour estimer son volume. Étape 4. Modéliser la structure interne de la Lune.
À partir des données gravitationnelles, des mesures topographiques et bien d'autres observations, des modèles tridimensionnels de la structure interne de la Lune peuvent être créés. Ces modèles permettent de déterminer la distribution de masse à l'intérieur de la Lune, ce qui est essentiel pour calculer sa masse volumique. Étape 5. Calculer la masse volumique. Une fois que la masse et le volume de la Lune ont été déterminés à partir des observations et des modèles, la masse volumique peut être calculée en divisant la masse par le volume. Quelle est donc finalement la masse volumique de la Lune? La masse volumique de la Lune est d'environ 3,34 grammes par centimètre cube, ou 3,34 tonnes par mètre cube. Cela représente environ 58% de la densité moyenne de la Terre, qui est d'environ 5,52 grammes par centimètre cube. La Lune a une masse beaucoup plus faible que la Terre, ce qui explique sa gravité plus faible, et la capacité des astronautes à sauter plus haut sur la Lune par rapport à la Terre. Nous voilà arrivés à la partie la plus intrigante et la plus impressionnante, la formation des marées. Alors suivez-moi, vous allez être décoiffés. Quelles sont les différentes forces liées à la formation des marées? La première force, c'est la force gravitationnelle. Comme l'a démontré Newton, la Lune attire la Terre. Mais si la Lune attire la Terre attire également la Lune, de même intensité, de même force, mais de sens contraire. Pourquoi? Parce que c'est le principe des actions réciproques. La Lune attire la Terre et la Terre attire la Lune. La deuxième et dernière force, la force centrifuge. Elle tend à éloigner tout ce qui se trouve à la surface de la Terre en raison de sa rotation. Comme vous pouvez le constater sur l'illustration, au milieu, la Terre effectue une trajectoire autour d'un point, autour de son centre de masse qu'on appelle le barycentre. En faisant ça, c'est la force centrifuge qui va être en jeu. Pourquoi? Parce que la Terre va tourner autour d'un point. Mais alors, comment une marée peut-elle se former à partir de différents astres? Pour savoir comment se forme une marée, il est nécessaire de se pencher sur certains de nos astres, en particulier la Lune. Que va permettre la Lune? Eh bien tout simplement, elle va permettre la formation des marées. Comment c'est possible? Comme j'ai expliqué précédemment, avec le principe des forces gravitationnelles. La Lune attire la Terre attire la Lune. Mais nous le savons tous, par le principe physique, la Lune et la Terre ne se rencontreront jamais, ne se percuteront jamais. Donc, la Lune va bien tirer quelque chose sur Terre, quelque chose de très léger, quelque chose qui se laisse facilement emporter. Qu'est-ce que ça peut être? Mais bien sûr, l'eau. L'eau des océans, des mers se fait facilement attraper par la Lune, se fait facilement attirer par la Lune. C'est ce qui se passe lors des marées hautes. L'eau se fait retirer, et donc ça veut dire que de l'autre côté du globe, l'eau est plus haute. Pourquoi? Parce que la Lune attire l'eau d'une masse volumique tellement faible. Donc, la première marée haute est due à l'attraction gravitationnelle de la Lune sur les océans. N'oublions pas que la Terre tourne sur elle-même, et donc si l'eau forme un bourrelet, parce que la croûte terrestre s'est aussi déformée de 30 cm lors de la marée, car elle s'est aussi fait attirer, la force centrifuge entre en jeu. De l'autre côté de la Terre, de l'autre côté du globe, étant donné que la Terre tourne sur elle-même et qu'elle tourne avec un bourrelet, pour équilibrer un peu entre guillemets les forces, il faut que de l'autre côté, l'eau se retire aussi, l'eau se fasse repousser par la force centrifuge tellement la vitesse de la Terre est immense. L'eau se fait repousser, ce qui fait deux marées hautes en même temps. Une marée haute d'un côté du globe et l'autre marée haute de l'autre côté du globe. Et bien sûr, aux extrémités, les marées sont basses. Et oui, c'est vrai que j'ai dit que la Lune joue un rôle important dans le phénomène des marées, mais n'oublions pas une chose, le Soleil également. Alors, oui, j'ai dit que c'était la Lune, mais le Soleil permet, lui, de son côté, d'amplifier la force des marées ou de la diminuer. Par exemple, si vous prenez le schéma que vous avez en face de vous, les deux images en haut à gauche, en bas à gauche, les deux cas-là, les marées, on va appeler ça des marées de vive eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des marées où les forces vont être beaucoup plus élevées, les forces de marée vont être élevées, elles vont être beaucoup plus violentes. Pourquoi? Parce que les trois astres, Terre, Soleil, Lune, sont alignés. Dans le premier cas, en haut à gauche, vous pouvez constater que d'une part, l'eau est attirée par la Lune, et en plus de ça, par le Soleil. Qu'est-ce qui va se passer? L'eau va être attirée doublement, avec une double force, donc les marées vont être beaucoup plus violentes. Même cas de figure en dessous. D'un côté, l'eau est attirée par la Lune et d'un autre côté, le Soleil. Des deux côtés, l'eau est attirée. Mais n'oublions pas que les forces centrifuges sont en jeu.
que la force centrifuge est en jeu. Donc, si la Terre tourne sur elle-même, en plus que l'eau se fasse attirer des deux côtés, eh ben, les bourrelets vont être amplifiés d'un côté et de l'autre côté par la force centrifuge et gravitationnelle, ce qui vont provoquer aussi marées hautes violentes. Bien sûr, il n'y a pas que des marées violentes, il y a aussi les marées hautes qui peuvent être un peu plus calmes, des marées de morte eau, on appelle ça. Pourquoi? Comment ça se fait? Eh bien, rien de plus simple. Quand les astres Terre, Lune, Terre, Soleil sont perpendiculaires, les forces vont s'annuler. Pourquoi? Parce que si d'un côté, si par exemple au pôle Nord, l'eau du pôle Nord soit attirée vers la Lune et que l'eau à l'Est se fait attirer par le Soleil, eh ben, l'eau se fait attirer hop, en perpendiculaire, ce qui veut dire que bah, ça fait une sorte de petit bourrelet aussi, mais c'est pas fort du tout. Parce que c'est vraiment l'eau, c'est comme si, imaginez un petit cas de figure, on étirait un humain, c'est pareil. C'est attiré des deux côtés. L'eau ne sait pas de quel côté se diriger, donc ça va être plus faible. Et pareil sur le petit dessin en bas à droite. Même chose, sauf que les astres sont perpendiculaires dans un autre sens. C'est le même principe. Retenez une seule chose, si les astres sont alignés, les marées seront violentes, ce sont des marées de vive eau. Si les astres sont perpendiculaires entre eux, ce sont des marées moins fortes, qu'on appelle des marées de morte eau. Mais alors avec tout ça, combien de marées y a-t-il par jour? Eh bien, sur notre planète, il y a un total de 4 marées par jour. Il y a 2 marées basses ainsi que 2 marées hautes. Une marée se forme approximativement tous les 6h10, 6h15. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir 4 marées en 24 heures. Donc, si vous avez une marée haute, comme on le montre le schéma à midi, quand la Lune attire la Terre et que la Terre attire la Lune, la marée va durer quelques temps et hop, 6 heures après, elle sera basse, à 18h12. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va s'écouler encore 6 heures, c'est-à-dire jusque minuit approximativement. Minuit, la marée va être de nouveau haute, et hop, vers 6h, 6h30, elle sera de nouveau basse, et après, hop, c'est reparti. Mais attention, question suivante, très importante. Pourquoi chaque jour les marées ne sont jamais à la même heure? Comme vous pouvez le constater sur le tableau que vous avez en face de vous, si vous regardez par exemple, vous comparez le jeudi 11 septembre et le vendredi 11 septembre, vous pouvez constater qu'une marée qui se produit le jeudi à minuit 42 se produira pas le lendemain à minuit 42, mais approximativement 50 minutes plus tard. Mais alors, quel coup de panique, est-ce dramatique? Non, pas de stress, c'est tout à fait normal. En effet, chaque jour, les marées ne se produisent jamais à la même heure. La Terre effectue un tour sur elle-même en 24 heures, c'est ce qu'on appelle une journée solaire. Mais n'oublions pas aussi le fait que la Lune tourne autour de la Terre en 26 jours. Ce qui veut dire que chaque jour, la Lune n'aura jamais la même position. Par exemple, prenez un exemple, vous êtes à la mer par exemple le jeudi 11, vous regardez en face de vous, vous avez la Lune. Le lendemain, vous revenez le vendredi 12 à cette heure-ci, elle sera un peu plus décalée. D'un angle approximativement relatif qui est quasiment le même tous les jours. Un décalage de 50 minutes. Rien de plus simple, vous voyez? Très facile de comprendre le décalage des marées. Et plutôt très facile de comprendre comment se forme une marée. C'est le moment de la conclusion. Alors, qu'est-ce que nous a apporté ce travail? Rien de plus évident. Pour la première partie, la masse volumique de la Lune, comment on faisait pour la calculer? On utilisait les astres, soit un peu les satellites autour de la Lune, soit un peu on étudie à fond la Lune. Et pour la deuxième partie, comment se formait la marée? Comment on a su qu'une marée se formait? Il y a une explication à partir de la cosmologie, c'est-à-dire à partir du Soleil et de la Lune. De nouveau les astres. Donc, cette expérience, ou plutôt cet exposé, nous montre que les astres jouent un rôle très important, que ce soit au niveau des phénomènes physiques ou des phénomènes se passant dans le cosmos, dans l'espace. Voilà, donc, que nous soyons sur Terre ou que nous soyons dans l'espace, les astres auront toujours un rôle important.